L'inflation qui perdure et ampute le pouvoir d'achat, l'or espagnol raflé par Staline en 1936 et l'argent cash qui fait de la résistance au Royaume-Uni, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Ce qui est au cœur de l'actu en ce moment, c'est ce phénomène que les Français redécouvrent, nous dit le Figaro, de l'inflation. Le blog Lucide nous explique très bien comment cette inflation, née en 2021 après le Covid, lorsque l'on a fait tourner à balle la planche à billets, et renforcée ensuite par la guerre en Ukraine, est en train de perdurer et ampute durement le pouvoir d'achat des Français. Le pic de 7% a été atteint en février 2023 et l'inflation a depuis diminué. Mais attention, cela signifie bien que les prix continuaient à fortement augmenter, mais simplement moins qu'avant. Le mois d'août 2023 a marqué une surprise avec un net rebond de l'inflation. Le détail par produit montre qu'après une forte hausse, les prix de l'énergie se sont stabilisés à un niveau élevé avant de rebondir fortement en août, expliquant la hausse constatée de l'indice global. Cependant, au bout de plusieurs mois, ces prix élevés de l'énergie se sont diffusés à d'autres secteurs, alimentant de nouveau l'inflation. C'est particulièrement le cas pour l'alimentation qui coûte désormais presque 35% plus cher qu'en 2021. Plus en détail, l'inflation actuelle n'est plus causée par l'énergie, mais par les conséquences de la diffusion des prix de l'énergie et des hausses de coûts, en particulier dans le secteur de l'alimentaire, mais aussi désormais des services. Le blog Lucide montre alors très bien qu'il y a ainsi un cercle vicieux qui alimente sans cesse l'inflation. On le voit bien en analysant les prix de production. Ils ont augmenté de plus de 40% dans l'agriculture et l'industrie et de plus de 30% dans la construction. C'est ce qui explique que l'inflation impacte différemment les secteurs économiques, l'alimentaire restant le plus touché, avec plus de 15% depuis août 2022. La nourriture coûte désormais tellement cher qu'on assiste à une baisse inconnue des volumes alimentaires vendus. Un récent sondage indique que 60% des ménages français ont réduit leurs dépenses alimentaires. Désormais, près de la moitié des Français sont obligés de sauter un repas plus ou moins occasionnellement, dont près de 30% régulièrement. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, France Info nous explique qu'en plus de l'alimentation, de l'essence et de l'électricité, ce sont désormais les prix des assurances qui subissent de plein fouet l'inflation. Logement, voiture ou encore complémentaire santé, toutes les assurances vont exploser l'an prochain avec plus de 3 à 4% en moyenne. Dans un édito, Le Monde nous explique que la persistance de l'inflation relance le débat sur les gagnants de la hausse des prix. Industriels, distributeurs, États, chaque camp accuse tour à tour l'autre de profiter d'une situation qui perturbe la vie des Français. Plus largement, les entreprises semblent avoir été mieux protégées que les ménages. Une inflation qui, au Royaume-Uni, permet le retour en grâce du cash, constate Courrier International. Selon le rapport annuel de UK Finance, l'association professionnelle des entreprises britanniques du secteur bancaire, le nombre total de paiements effectués dans le pays a connu une forte augmentation en 2022, un phénomène qui s'expliquerait en partie par la recherche accrue du bon rapport qualité-prix. Les consommateurs ont manifestement préféré multiplier les petits achats quotidiens dans de multiples enseignes plutôt que de remplir leur chariot dans un seul point de vente, analyse le site de la BBC. Un phénomène encore plus frappant en ressort des données rassemblées par ce rapport. Pour la première fois depuis 10 ans, les paiements en espèces ont augmenté de 7%, alors même que de nombreux commerces outre-Manche n'acceptent plus que les paiements par carte bancaire. Et puisque l'on parle cash et argent, un sujet clivant voire tabou chez nous en France, pourquoi ne pas approfondir ce sujet de manière nuancée avec un fin connaisseur? Nous avons donc creusé la question de l'argent et des finances personnelles dans notre société avec Bruno Gonçalves, l'une des plumes historiques d'Aucoffre et de Veracash, un entretien à retrouver en ce moment sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, l'hebdomadaire Le Point revient sur l'un des plus gros hold-up entre nations de l'histoire du XXe siècle, la mainmise par Staline sur 500 tonnes d'or de la jeune République espagnole qui tentait de résister face au franquisme au cours de la guerre civile qui secoue l'Espagne au cours des années 30. En 1936, l'insurrection nationaliste contre la République espagnole prend de court Staline, qui se voit obligé de soutenir les républicains, mais ne souhaite en aucun cas déclencher une confrontation directe avec Hitler, engagé derrière Franco. Il n'est pas prêt, l'URSS pourrait y laisser sa peau. Mais ses agents envoyés sur place rapportent l'existence d'un colossal trésor, louis d'or, souverains, dollars, joyaux, trésors des églises, entreposés dans des caves de la Banque d'Espagne à Madrid, qui tomberaient à point nommé pour consolider l'économie soviétique. Or, les troupes républicaines ont besoin d'armes face à l'offensive franquiste, qui, elle, peut compter sur les tanks et les canons allemands, italiens et portugais. Les agents russes promettent beaucoup
de l'aide, des tanks, des spécialistes, si bien que le gouvernement républicain de Largo Caballero décide en octobre 1936 de confier 500 tonnes d'or aux bons soins de l'Union soviétique. En 3 nuits, dans le plus grand secret, 7800 caisses sont embarquées dans des navires russes depuis le port de Carthagène par 60 marins triés sur le volet. Aucun papier n'est demandé, les soviétiques promettent qu'un reçu sera délivré plus tard par la Banque d'État de Moscou. Début novembre, les cargos chargés comme des galions du siècle d'or parviennent à Odessa, puis sont méticuleusement vidés par des troupes spéciales dépêchées par Staline, avant de voir le chargement d'or partir sous bonne escorte, en camion, pour Moscou. Staline jubile et confie lors d'un banquet que les Espagnols ne sont pas prêts de revoir leur or. En échange, il envoie en Espagne 6 avions, une douzaine de tanks légers, 50 mitrailleuses. D'autres livraisons suivront, mais avec retard, et surtout il s'agit d'un matériel de piètre qualité, recyclé ou acheté d'occasion. Au printemps 1937, le président du Conseil Largo Caballero n'a toujours pas touché son reçu pour son or envolé et comprend qu'il s'est fait avoir. Il veut reprendre la main en tentant d'écarter les communistes de l'armée du ministère, entame des pourparlers pour arrêter la guerre civile et ose réclamer des comptes sur l'or déposé en Russie, signant ainsi son arrêt de mort politique. Le Parti communiste le lâche et le force à la démission, vite remplacé par Juan Negrin, dont le secrétaire personnel est membre du Parti communiste. En janvier 1939, Barcelone tombe aux mains de Franco, le front républicain s'effondre, la guerre s'achève au printemps. Entre-temps, une partie des dernières réserves d'or et d'argent de l'Espagne prend la route de Moscou. Tout n'est pas perdu pour tout le monde, Staline, qui a éliminé pas mal de témoins, croyait son hold-up tombé dans l'oubli, surtout après le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1956, rebondissement, la famille de l'ancien président du Conseil, Negrin, finit par mettre la main sur un protocole officiel de 1937 qui confirme le fameux dépôt d'or, un document inconnu jusqu'alors. Et l'Espagne franquiste entend bien réclamer des comptes. Mais quelques mois plus tard, la Pravda répond que les 500 tonnes d'or ont été dépensées en achats, en fournitures et en transferts de devises, sans donner plus de détails. Et rappelle que Madrid doit encore un emprunt de 50 millions de dollars contracté à l'époque avec l'Union soviétique, de quoi couper court à toute revendication. Mais pour certains, une partie du magot se trouve toujours dans les coffres du Kremlin. Allez, pour finir notre traditionnel détour vers le cours de l'or, qui depuis la semaine dernière se stabilise toujours au-dessus de la barre des 1800 € avec une once qui affichait hier 1812 €, alors qu'en dollars, cette même once est un peu redescendue avec un prix affiché à 1916 $. D'ailleurs, savez-vous qui établit le prix du cours de l'or 2 fois par jour? C'est la LBMA, la London Bullion Market Association. Et si vous voulez tout savoir de cet organisme, l'Académie au coffre a réalisé un article très complet sur le sujet. On vous met le lien de l'article dans la description de la vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'Hebdor et à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.